Bonjour, bonjour. Bienvenue encore à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, votre animateur du groupe Lacoste. Aujourd'hui, on parle de subvention. Donc, on répond à la question comment subventionner sa transformation numérique. On reçoit Alice Sigé d'ABGI Canada et je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacoste, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon, merci pour l'accueil. Ça me fait grandement plaisir. Honnêtement, je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est le fun. Encore une fois, l'idée du podcast Expérience 4.0, c'est de démocratiser plusieurs termes, mais aussi différentes choses dans l'industrie de la transformation numérique, du 4.0 et de l'expérience client. Donc aujourd'hui, on parle de subventions. Avant de rentrer dans le vif du sujet des subventions, parce que évidemment, c'est ton créneau, je veux que tu m'en dises un peu plus sur, qu'est-ce qui est ABGI Canada et que fais-tu chez ABGI? Qui es-tu, Alice? Je te laisse t'introduire là, à notre auditoire, tout simplement. Ça marche. Mais ABGI, tout simplement, ABGI Canada fait partie d'un groupe international. On est présent aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et au Brésil. Et ça fait 30 ans qu'on aide les entreprises manufacturières, notamment, à financer leur innovation. Et dans l'innovation, il y a souvent transformation numérique, justement. Absolument. Donc, nous, on est simplement des facilitateurs. On va aider les entreprises à identifier des financements publics, tels que des subventions, et à appliquer en constituant les dossiers de demande de financement. Donc, c'est un groupe qui aujourd'hui compte 250 employés, à peu près, à travers le monde. Quand même. Et donc, moi, je dirige la filiale canadienne d'ABGI. Ça fait désormais 4 ans que j'ai pris la direction d'ABGI Canada. Et j'ai un passé de fiscaliste, donc je suis très à l'aise avec les chiffres. On ne va pas trop parler de fiscalité aujourd'hui. Peut-être une autre fois, on va pouvoir en jaser un peu plus. Mais mon rôle, c'est ça, c'est vraiment d'aider les entreprises à identifier ce qu'elles peuvent aller chercher en termes de financement public. Ah, super intéressant. Donc, évidemment, quand on parle de subvention, il n'y a pas vraiment de secret pour toi. Tu connais ça. Puis, je pense que ça vaut la peine quand même, Alice, de faire peut-être un petit topo sur qu'est-ce qu'une subvention, puis la différence entre peut-être d'autres termes qu'on connaît, dont le crédit d'impôt. Comment, toi, tu définirais la subvention aujourd'hui, ou du moins les différences avec d'autres termes qu'on connaît dans l'industrie? Oui, très bonne remarque, parce que c'est souvent un peu mélangeant pour tout le monde. Donc, une subvention, c'est un financement direct. Ça veut dire que l'entreprise, avant même de commencer son projet, donc avant même de dépenser le premier $, elle aura droit à une aide gouvernementale, fédérale, provinciale, municipale, régionale, qui va lui permettre de faire son projet, de réaliser son projet sans toucher à son cash flow. Alors que des crédits d'impôt, c'est à l'inverse des financements que l'on qualifie d'indirects, donc que l'entreprise va obtenir, si elle est éligible, après avoir réalisé le projet, donc après avoir dépensé, sans certitude sur le retour de ce crédit d'impôt. Mais c'est possible de savoir, sur l'éligibilité justement des crédits d'impôt en amont avant de pouvoir justement adhérer. Donc, ça peut être intéressant sur les dépenses de l'année d'être au courant en amont. Par contre, tu ne recevras pas l'argent avant, tout simplement. C'est ça. Et bien souvent, on va cumuler les deux. On va aider l'entreprise à aller chercher sur un projet à la fois des subventions et des crédits d'impôt, sans faire de double dipping, puisque c'est illégal. Mais c'est possible sur certaines dépenses de pouvoir bénéficier des deux dispositifs et donc de financer un projet sur toute sa durée de vie. C'est intéressant. C'est intéressant, puis c'est vers ça qu'on s'enligne. En fait, aujourd'hui, on va vraiment parler, de la subvention, peut-être un petit volet aussi crédit d'impôt qui est intéressant. Puis je pense que c'est important qu'on en parle. Pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin justement d'une aide, puis ont besoin de se faire orienter vers ça pour adhérer à une certaine transformation numérique. On le sait aujourd'hui, les coûts peuvent être assez élevés dans une transformation, comme on peut aussi commencer de la base, puis ça coûte pas trop cher, mais plus qu'on avance, plus qu'on a envie d'en mettre, plus qu'on a envie d'avoir des intégrations, on a envie d'atteindre un certain cap. Puis on le sait, le manufacturier, des fois, on peut partir de loin, d'autres ont déjà adhéré. Puis là, c'est le moment d'en parler. La pandémie nous oblige aussi à adhérer à une certaine forme de transformation, que ça soit opérationnel ou que ça soit peut-être plus au niveau de l'expérience client, donc un petit peu plus du point de vue externe. Donc, c'est le fun qu'on en parle aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, du moins les entreprises qui nous écoutent, les différentes étapes à suivre pour obtenir une subvention. On le sait, des fois, on fait la demande après, on fait la demande avant. Comment toi, tu verrais justement les différentes étapes? Qu'est-ce qui est crucial à ne pas oublier dans une demande de subvention?
Ouais, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe énormément de moyens de financer une transformation numérique, du financement privé, du financement public, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et l'entreprise doit être consciente que si elle veut être aidée, donc par des fonds publics, il faut qu'elle se penche sur la question très en amont. Donc avant de démarrer son projet, avant de commencer à dépenser. Donc ça, c'est la première des choses. C'est si on se pose la question trop tard, une fois qu'on a débuté sa transformation numérique, malheureusement, on peut passer à côté de beaucoup de sources de financement. Et puis j'ai souvent des clients, ça m'arrive quasi toutes les semaines, qui me disent « Ah, j'ai fait ça il y a 3 mois. » Tant pis, on ne pourra pas revenir dessus, ça a déjà été dépensé, dommage. Mais donc la première étape, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va cartographier tous les projets de l'entreprise, donc de façon très élargie. Je le prends souvent en exemple, je vois des ampoules dans le studio, là. Un changement d'ampoule dans une usine, ça peut être subventionné. Et si une entreprise va créer une salle de serveur ou va créer des nouvelles pièces, agrandir, ça peut faire partie d'un grand projet de transformation, le virage 4.0, et tout peut être pris en compte. Donc nous, on va vraiment étudier tous les projets de l'entreprise, toutes les futures dépenses, les futurs investissements, et à partir de ça, présenter à la compagnie une cartographie des aides et subventions qu'on aura identifiées qui sont pertinentes pour cette entreprise-là et pour ses projets. Donc, c'est important de vraiment reconnaître les différents projets en amont. De là où je pense votre plus-value chez ABJ aussi, c'est justement être capable de cartographier, tu l'as dit, donc analyser les différents projets, puis les différents programmes. Oui. Puis on va en parler un peu plus tard, là, des différents programmes qui sont souvent les plus populaires dans le milieu, surtout dans une transformation numérique, mais c'est extrêmement important comme première phase. Puis ensuite, cette deuxième phase-là, tu la décrirais comment, une fois que c'est cartographié? Une fois que c'est cartographié, on a un deuxième niveau d'analyse qui est celui de la maturité des projets. Parce que dépendamment de la maturité d'un projet, on va avoir accès à certains types de financement et parfois non. Donc, on va aider l'entreprise en fonction de la maturité de son projet à établir justement les prochaines étapes. Et c'est elle qui va décider. On lui présente un plan de financement public. C'est elle qui va décider à partir de ça qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc nous, on pose des conditions. C'est-à-dire, si vous voulez bénéficier de tel financement qui va vous apporter 50% de telle partie de votre projet, eh bien, il va falloir faire ça, ça, ça. Il va falloir amener votre projet à tel niveau. Et il faut que l'entreprise soit prête à ça aussi, soit investir plus, soit investir parfois un petit peu différemment. Donc nous, on lui présente ce qu'on appelle un plan de financement qui va aller avec la cartographie et elle prend des décisions en fonction des recommandations qu'on va faire. Aucune des recommandations qu'on fait pour l'entreprise n'est obligatoire, bien évidemment, c'est elle qui fait ses choix. Donc nous, on va la guider du mieux qu'on peut, mais après, c'est elle qui va décider. Une fois qu'elle a pris ses décisions, eh bien, on va guider son équipe, parce que c'est important de savoir qui est impliqué dans cette démarche-là. Il faut impliquer les gens techniques, c'est-à-dire les gens qui vont être directement impliqués dans la transformation numérique, les gens des TI, les gens des opérations, la direction générale et les finances. Bien évidemment, puisqu'on parle de portefeuille. Donc, si le directeur ou le VP Finance ou la VP Finance ne sont pas impliqués dans le projet, ça va être un peu compliqué puisqu'on a besoin d'avoir certains éléments très techniques, financiers et fiscaux. Des éléments sur la compagnie aussi qui vont nous permettre de déterminer si elle est éligible ou pas à certains dispositifs. On parle de PME, bien souvent. Une PME, au Canada, elle peut avoir 50 définitions différentes, dépendamment de l'organisme financeur qu'on va aller chercher. Oui, clairement. Voilà. Bien souvent, au Québec, on va se dire, moins de 500 employés, c'est une PME. Mais en fait, pas forcément, parce qu'une entreprise de moins de 500 employés, mais qui dépasse un certain montant d'actifs, ne va plus être considérée comme une PME. Donc nous, on va considérer tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir tous les gens assis autour de la table pour qu'on ait toutes les bonnes informations et qu'on puisse vraiment bien guider l'entreprise. Puis j'imagine, avec tout ce que tu me dis là, c'est quand même beaucoup d'informations. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un petit crayon et un petit papier, là, écrivez-les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais au final, c'est pour ça que c'est important des fois de faire affaire peut-être avec une firme externe, un peu comme la vôtre, pour justement adhérer à une subvention plus facilement, de ne pas oublier certains morceaux parce que tu l'as dit, il y a tellement de définitions pour une PME, il y a tellement de définitions de programmes, il y a certains projets qui peuvent être éligibles, d'autres non, puis on va en parler encore une fois, mais c'est tellement important ces 2 premières phases-là que tu l'as dit, au final, c'est la cartographie, juste au début,
c'est essentiel parce qu'il faut vraiment être capable de cibler les différents projets. Puis après, important aussi de savoir toutes les petites technicités de l'entreprise pour voir si on est éligible ou pas. Puis après, j'imagine que là, on rentre dans le vif du sujet au niveau des projets en soi pour adhérer. C'est ça. Après ça, une fois que l'entreprise a pris connaissance de nos recommandations, qu'elle fait en interne ce qui est nécessaire pour pouvoir appliquer, nous, on va constituer les dossiers. Donc, on fait la rédaction technique et financière pour chacune des demandes de financement. Qu'est-ce que c'est une rédaction technique et financière ? C'est important aussi de savoir qu'est-ce que c'est un dossier de demande de financement. Pour les entreprises qui savent ce que c'est des crédits d'impôt, c'est assez différent. On n'est pas du tout dans la même logique puisqu'on est dans la prospective, dans une demande de subvention. Donc, il faut savoir quelles sont les exigences du programme, comment rédiger, comment calculer aussi quelles vont être ces dépenses, quoi présenter. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher tous les bouts de dépenses qui vont être éligibles et de mettre de l'intelligence là-dedans, de présenter un projet qui a de l'allure, qui se tient et qui est surtout cohérent avec la volonté de l'entreprise dans sa transformation numérique et quel est son projet, quelle est la dynamique de la direction générale. Comme je le dis toujours à nos clients, le meilleur ambassadeur d'une entreprise, ça reste sa direction, ça reste ses gens. En fait, nous, on n'est pas là pour représenter l'entreprise. Nous, on est là pour apporter l'expertise, pour présenter une demande de financement, mais c'est pas nous qui sommes les meilleurs pour défendre un projet auprès d'un financeur public. Le meilleur ambassadeur d'un projet, c'est son porteur. Ça n'est pas une firme externe comme nous. Nous, on est vraiment là pour aider l'entreprise à y voir plus clair, à débroussailler, à préparer des dossiers, donc à alléger la charge de travail de ses équipes et puis surtout présenter un dossier qui a vraiment de l'allure et qui va se qualifier. Exact. Non, mais c'est ça. Puis c'est probablement le plus difficile aussi. Tu sais, il y a beaucoup de... En bon québécois, on dit la bonne paperasse. Oui. Il y a beaucoup de documents à remplir. Puis souvent, l'expertise compte pour beaucoup parce que c'est compliqué aussi, dans un certain sens, d'être capable de reconnaître tous les projets, tous les programmes, tous les petites choses. Donc, au final, d'externaliser cette partie-là peut être une plus-value pour une entreprise pour plus facilement adhérer à une subvention. Mais encore une fois, comme tu l'as bien dit, Alice, au final, vous n'êtes pas nécessairement une partie prenante de l'entreprise, vous êtes juste comme un point d'aide externe pour faciliter, au final, la demande de subvention ou de crédit d'impôt. Lui faire gagner du temps aussi, puisque la vraie plus-value des gens techniques de l'entreprise, ça ne va pas être de rédiger des dossiers de subvention, parce que ça va leur prendre énormément de temps. Absolument. Ça nous arrive parfois de passer plus de 100 heures sur un dossier. Donc, nous, on est des experts. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Oui. Je préfère presque le président, ou du moins les gens importants dans l'entreprise consacrent ce 100 heures-là aux opérations, à développer l'entreprise, simplement. Exactement. Mais c'est vrai. Mais au final, c'est très important parce qu'on a besoin aussi de ces subventions-là, cette aide gouvernementale-là pour propulser l'entreprise. Mais après, tu sais, c'est chacun son expertise. Puis à un moment donné, il faut choisir aussi ses batailles à ce niveau-là. Puis en effet, il y a certaines choses qui sont assez concrètes. Donc, ça m'amène un peu au prochain point, Alice. Petite statistique, du moins, qui est hors subvention COVID. Là, on s'enlève un peu de la pandémie pendant un moment. On compte presque 916 programmes environ d'aide gouvernementale au Canada. Puis, il y en a 351 de ces programmes-là qui sont au Québec uniquement, qui est probablement la province la plus généreuse, là, si on fait un petit calcul. C'est beaucoup de programmes. Oui, c'est énormément de programmes et ça varie à tous les jours, presque, tous les mois. Là, en ce moment, on est à plus de 900. Il y a encore 2 semaines, je crois qu'on était à plus de 1000. Donc, ça varie énormément, dépendamment du calendrier, des annonces politiques. Ça peut être des événements géoéconomiques. Là, il y a beaucoup d'interventions sur le secteur de l'aluminium. Oui. On sait pourquoi, vu ce qui a été annoncé aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un travail de veille qui est fait dans mon équipe qui est de tous les jours. On a une personne qui est vraiment dédiée à ça et qui va faire que ça. Parce que, en fait, on est obligé de connaître ces programmes. Alors, moi, je ne connais pas les 1000 programmes sur le bout des doigts par cœur, parce que ça ne serait pas humain, c'est pas un ordi, un ordinateur. Mais par contre, on est obligé de connaître au moins les grandes lignes et on a la chance d'être établi dans une province qui est clairement la plus généreuse, pas seulement au Canada, mais au monde. Ah oui, au monde même. On le voit par rapport à toutes nos autres implantations à travers le monde. On intervient aujourd'hui sur 20 pays, même si on est présent physiquement dans 6.
Et aujourd'hui, le Québec, c'est vraiment l'une des provinces les plus généreuses en termes de subventions, de crédits d'impôt et d'accompagnement aux entreprises plus largement. Ouais, puis ça, c'est méconnu, je trouve, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. Du moins, ils ne savent même pas si un certain projet, je sais que dans notre domaine, on parle beaucoup de numérisation des processus ou du moins de vitrines numériques. Donc, on va en parler, là, mais par exemple, de gros sites web avec des intégrations, puis on veut tranquillement s'enligner vers le e-commerce, donc la vente en ligne chez les entreprises, puis ils sont même pas au courant qu'il y a des potentielles subventions pour aider certains créneaux de ces projets-là. Ouais. Puis pourtant, on est la province, du moins le territoire qui est le plus généreux pratiquement au monde, selon ce que tu me dis. Mais regarde ce qui s'est fait avec la COVID. Le Canada a été le plus réactif, le plus généreux. Hors Covid, déjà, il y a énormément de subventions. Avec la Covid, encore plus. Pour le e-commerce, ça a été davantage développé puisqu'on est obligé, avec une pandémie, de développer de nouveaux moyens de vente quand on a une entreprise. Surtout dans le secteur manufacturier. On a des vieilles pratiques. Il a fallu les revoir très vite. Et être accompagné par une firme qui permet justement ce virage numérique, d'y voir plus clair, parce que là aussi, c'est tout un métier. Oui. Il faut être un spécialiste. C'est nécessaire parce qu'une entreprise, elle est obligée d'innover pour vivre. Elle est obligée d'aller vite. Oui. Dans notre système actuel. Et aller vite et subventions, parfois, c'est un peu contradictoire. OK. Et explique-moi pourquoi. Pourquoi ça serait contradictoire? Parce qu'une demande de subvention, ça prend du temps. Donc là encore, c'est pour ça, c'est ce que je dis à nos clients très régulièrement. Vous pouvez faire tout seul. Nous, on peut faire que identifier. Vous pouvez faire la demande. On peut ne pas vous épauler. Juste penser le temps que ça va vous prendre. Pensez sans une certaine expertise quel va être le retour sur investissement par rapport à justement au temps que vous y aurez passé. Ça peut prendre parfois jusqu'à 9 mois, 1 an pour avoir sa subvention. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que les projets de nos clients puissent quand même commencer. Les fonds vont être bloqués. Donc on se débrouille avec certains financeurs publics pour qu'ils puissent quand même continuer leur projet et justement garder l'allure qui est nécessaire pour rester compétitifs sur leur marché. Mais c'est ça. Il faut savoir que on ne va pas faire des projets pour avoir des subventions. Très important. On fait des projets. On mène des projets qui sont des projets structurants d'envergure pour l'entreprise. Et si on a des subventions, c'est la petite cerise sur le sundae, quoi. Puis, sans oublier que, avant de démarrer le projet, peut-être de juste s'assurer de reconnaître ou du moins poser la question s'il y a une subvention, parce que si on démarre le projet puis on n'a pas fait la demande, il sera trop tard. Donc, à prendre note, je pense que c'est le point le plus important à retenir, là, c'est de s'informer avant de commencer le projet, parce que sinon, on sera pas éligible tout simplement. Parlons des différents programmes. Donc là, il y en a 916 à peu près. Là. Ça en fait beaucoup. On n'aura pas le temps d'en parler des 916, malheureusement. De toute façon, on va surtout prendre ceux qui sont dans notre créneau. Donc, on parle de la transformation numérique. Donc, comment subventionner sa transformation numérique sur différents volets. Évidemment, nous, chez Groupe Lacoste, on est plus au niveau expérience client, donc plus au niveau technologie, que ce soit marketing, vente, service, que ce soit aussi de différentes technologies comme un site web qu'on veut adhérer, puis aussi au niveau formation, qui est assez important, puis ça, on va pouvoir en parler un peu plus. Mais évidemment, il y a plusieurs volets, plusieurs programmes qui vont aussi regrouper des opérations plus internes, du moins de la machinerie, etc., etc. Parlons du premier programme, je pense, qui est quand même, du moins peut-être le plus connu, à toi de me dire. PME en action, je m'en fais souvent poser, puis démarrons le bail avec celui-là. Qu'est-ce qui est PME en action? C'est quoi la définition de ce programme-là? Alors, PME en action, c'est un programme qui est québécois. Encore, on parlait de la province du Québec. Donc, c'est un programme qui est québécois, qui a été mis en place par le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et qui aide directement les entreprises, les petites et moyennes entreprises, donc les PME, moins de 500 employés, à opérer un virage numérique. Pourquoi? Parce que le ministre Fitzgibbon, lorsqu'il a pris son mandat, s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain retard dans certaines PME québécoises, notamment manufacturières, dans cette transformation numérique. On parle de 4.0 aujourd'hui, mais en fait, il y a des entreprises qui sont même pas encore au 2.0. Ouais, clairement. On le voit, il y a certaines entreprises qui opèrent depuis une trentaine d'années qui n'ont même pas de site web. Donc, l'analyse que le ministre en a fait, c'est que vraiment, il faut aider ces entreprises-là à se moderniser. Il y a aussi une autre analyse qui a été faite, c'est que on est avec des directions qui sont vieillissantes et qui n'ont pas pensé à la relève. Et le point de la relève, ça va faire partie aussi de la logique qu'il y a derrière le 4.0, c'est qu'il faut préparer les outils de demain qui vont servir aussi aux décideurs de demain. Carrément.
Et donc, quand on parle de décideurs de demain, on va parler d'outils numériques puisqu'on baigne là-dedans. Ouais. Donc, il faut les mettre en place. Donc, PME en action, c'est un outil qui est très, très, très intéressant parce qu'il va permettre à l'entreprise d'aller chercher jusqu'à 40% de certains coûts pour sa transformation numérique. OK, quand même. C'est de la subvention. Donc, ça veut dire que c'est une avance de cash. C'est même pas une avance, c'est du cash qu'on va donner le gouvernement à l'entreprise pour réaliser son projet. Ouais. Alors, beaucoup de dépenses vont être éligibles. Là-dedans, on va avoir des dépenses de salaire, des dépenses de sous-traitance pour réaliser cette transformation numérique. Ça peut être l'achat de logiciels, de certaines machineries. Ça peut être très vaste. Et l'entreprise va pouvoir aller chercher jusqu'à $150 000 d'aide. Au total. Ouais. Selon justement l'enveloppe qu'on est capable d'aller chercher. Là. Exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Le problème du succès de ce programme, c'est que vu qu'il a eu beaucoup de succès, bien souvent, il y a plus d'argent. Donc, on est sur le calendrier gouvernemental qui commence au 1er avril et qui finit au 31 mars de l'année suivante. Là, je peux vous dire qu'actuellement, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans PME en action, mais ça va reprendre. Okay. Donc, on sait que c'est un programme qui va revenir, mais on n'a pas de visibilité sur ce qui reste dans les caisses à l'instant T quand on se parle pour appliquer à ce programme. Donc, le mieux pour PME en action, c'est que l'entreprise appelle son conseiller ou trouve le nom de son conseiller au MEI pour demander si c'est pertinent d'appliquer, parce que là encore, nous, ce qu'on fait avant de donner des recommandations à un client, c'est qu'on va vérifier s'il reste de l'argent dans les programmes qu'on identifie. Oui, clairement. Ça serait aussi une des premières étapes, j'imagine, pour pas non plus travailler dans le vide. Là. C'est ça. Mais c'est un super beau programme parce qu'en plus, il permet à l'entreprise d'avoir du financement rapidement et du financement en direct. Et vraiment, quand l'entreprise est en phase, même en phase d'analyse, elle peut faire financer ses analyses préliminaires. OK. Fait que ça peut même aller jusqu'à vraiment là, au début du projet. Ouais. Petite question par rapport à ça. Nous, on baigne un peu dans tout ce qui est CRM. Donc, tout ce qui est vraiment le logiciel de relation client et tout. Est-ce que ça, c'est, par exemple, l'implémentation d'un CRM dans une entreprise peut rentrer dans un PME en action? Oui, alors ça peut rentrer dans plusieurs choses. En fait, un CRM, on va même empiéter sur les autres programmes. Okay. Mais un CRM, c'est considéré comme une immobilisation. Ouais. C'est un achat qu'on va immobiliser dans ses comptes. Ça peut être effectivement pris dans les investissements qui sont éligibles pour PME en action. Et en plus de ça, on va pouvoir ajouter du crédit d'impôt sur ce type d'achat. OK. Le gouvernement a annoncé avant la pandémie, le gouvernement du Québec a annoncé avant la pandémie la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle le C3I. Alors C3I, je ne sais plus ce que ça veut dire parce qu'on est très bon dans les acronymes, mais c'est un crédit d'impôt pour accélérer la transformation numérique. Et ce crédit d'impôt qui est dédié aux PME, il va permettre de récupérer entre 10 et 20% du montant des investissements en logiciel, notamment CRM, pour une PME. Donc, c'est un crédit d'impôt, ça vient après la dépense. Mais par contre, les dépenses qui sont faites depuis le 1er avril 2020 vont pouvoir être réclamées. Donc, on va pouvoir cumuler sur certains projets. Comme un CRM, par exemple. Comme un CRM, l'implémentation d'un nouveau CRM, ce type de financement-là. Puis, est-ce que, juste pour bien comprendre, avec le C3I, au final, qui est un crédit d'impôt, est-ce que c'est un crédit d'impôt relié à l'implantation du logiciel, donc de cette firme externe-là qui vient implanter le logiciel, qui donne de la formation justement au personnel et tout, puis ça, j'imagine, on va pouvoir en parler sur un autre programme, ou c'est un crédit d'impôt sur l'achat du logiciel qui peut être annuel, mensuel, parce qu'il coûte de l'argent à... Les deux. OK, les deux sont... Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer quel est le dispositif qui va être le plus avantageux en fonction du type de dépense, parce que dans les types de dépenses, il y a les dépenses de consultation, d'analyse aussi, mise en place, implémentation, achat de logiciels ou d'abonnement mensuel, quelle que soit la formule qui a été choisie, formation aussi des employés. Donc, tout peut faire partie de ce C3I-là en ce qui a trait, du moins, cette implémentation de CRM. C3I, si c'est pertinent, ou sinon, si on trouve mieux ailleurs, on va appliquer la dépense ailleurs. L'avantage du C3I, c'est qu'il viendra en dernier, puisque c'est un crédit d'impôt. Exact. Donc, tout ce qu'on peut aller chercher avant en subvention, c'est plus intéressant pour l'entreprise. Et on est certain que la dépense d'investissement en soi, c'est-à-dire la dépense sur le logiciel, sera prise en compte par le C3I, toujours. Okay. C'est intéressant. Fait que c'est comme un peu la cerise sur le sundae à la fin, quand on vient justement adhérer à ce genre de crédit
d'impôt-là. C'est intéressant. Puis PME en action, juste pour comme conclure sur ce programme-là, au final, peut regrouper plusieurs projets à l'intérieur d'un seul programme. Donc, nous, on n'est pas là-dedans, mais je parle justement, quand on parle de transformation numérique, une entreprise qui veut un nouveau ERP, qui veut intégrer justement un ERP, un CRM ou d'autres projets numériques, tu peux prendre tous ces projets-là et le mettre sous un programme? Oui, en fait, il y a 2 volets dans PME en action. J'ai dit 300 000, c'est 150 000 PME en action maximum. Ouais. Donc, le premier volet, c'est appui à la concrétisation de projets d'investissement. Donc là, on va parler de la grande étude de faisabilité d'un 4.0, d'un projet de transformation numérique, où là, l'entreprise peut aller chercher jusqu'à $100 000. Et ensuite, elle va être épaulée pour ce qu'on appelle, c'est le programme appui à la productivité des PME. Donc là, c'est pareil, c'est de la subvention pour le secteur manufacturier, pour tout ce qui va être après le déploiement. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va le compléter. Mais c'est très intéressant parce que PME en action, bien souvent, les subventions, elles ne vont pas prendre en compte les études de faisabilité. Et là, on le prend en compte. Okay. Donc, toi, quand tu vas voir une entreprise qui a besoin de ton aide pour justement savoir vers où aller, faire cette étude de diagnostic, etc. Cet audit-là, un peu, justement, des processus déjà actuels ou du moins l'audit. Nous, dans notre cas, on parle de l'audit expérience client, là, 4.0 si on veut. Fait où est-ce que, ils s'automatisent déjà, où est-ce qu'ils veulent aller. Puis avec ça, on va être plus en mesure de voir, quel logiciel tu as besoin, tout simplement, ou du moins à quel degré on a besoin d'aller plus loin, puis quelles seront les étapes aussi. Ouais. Donc, cette étape-là d'audit peut faire partie justement de complètement. Cette action. Okay, donc, c'est un petit bout du projet qui peut être pris en compte, et puis il y en a d'autres. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait en général une seule demande de PME en action. Je pense que c'est pas possible d'en faire plus d'une. Ouais. Et puis, on va essayer de mettre tous les bouts de projet pour cette grosse transformation numérique, qu'elle soit grosse ou petite d'ailleurs, on s'en fiche, mais voir toutes les dépenses et puis maximiser le retour sur investissement avec des subventions. Mais c'est un beau programme. Le PME en action, c'est souvent le premier, finalement, guichet de financement qu'on va aller chercher, puisqu'il va financer la phase amont, avant le déploiement. Exact. Il va ratisser un petit peu plus large au niveau du projet qu'on veut mettre en place. OK, honnêtement, c'était très intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps sur le PME en action parce qu'il y aura des petits points techniques, mais ça, après, c'est votre travail en analyse et en cartographie. Mais deuxième programme que j'ai noté, qui est quand même assez populaire, on parle, puis il y a peut-être plusieurs volets, à toi de me le dire, programme innovation. Qui, pour moi, est semblable là, dans un premier coup d'œil. C'est pour ça qu'on en jase, mais programme innovation, ça consiste en quoi exactement, Alice? Alors, pareil, le programme innovation, c'est un programme du Québec qui a été mis en place également par le MEI, qui est administré par Investissement Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Investissement Québec et le MEI vont travailler main dans la main pour auditer les projets puis savoir s'ils se qualifient. La différence avec PME en action, c'est qu'on va ratisser, on va être plus dans le projet en lui-même et moins dans l'analyse de faisabilité et moins dans le déploiement. On est sur des projets de plus grande envergure aussi en général. Okay. Le programme innovation va viser spécifiquement des projets innovants, comme ce nom l'indique. OK. C'est-à-dire, un exemple. Mettons. C'est-à-dire que, par exemple, changer un CRM, c'est pas forcément innovant. Non, c'est plus... dans notre cas, c'est un projet de base, là. En revanche, ça peut être nécessaire dans un projet plus grand d'innovation. D'entreprise ou de virage numérique. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est quand on est dans un projet qui est un peu plus complexe que juste intégrer un nouveau CRM dans une organisation, dans quelle mesure l'étendue de ce projet-là va être éligible à d'autres programmes, comme le programme innovation, qui est souvent celui vers lequel on se tourne. Et le programme innovation va permettre de prendre des dépenses qui sont beaucoup plus larges et pas seulement les dépenses de CRM qu'on va faire financer autrement. Donc moi, je vais regarder le programme innovation quand on dépasse la simple intégration de logiciels. Okay. Parce que là, l'innovation est plutôt limitée. Mais si on est vraiment dans une entreprise manufacturière pour laquelle changer le logiciel, c'est un premier jalon d'une transformation numérique beaucoup plus large, d'envergure, qui va signifier un changement des procédés, changement des contrôles de gestion, changement de la méthodologie, un changement dans la production, n'importe quoi, mais qui est innovant et qui va demander à l'entreprise beaucoup d'efforts, eh bien, là, on va aller regarder le programme innovation et puis si certaines dépenses peuvent se qualifier. Est-ce qu'un projet dit innovant pour fitter dans ce programme-là doit nécessairement être sur une longue durée ou ça peut être un projet innovant qui peut être segmenté en 3-6 mois? C'est rare, j'imagine, ou c'est plus souvent du 12-24 mois? On va être plus souvent avec le programme innovation sur du 12-24 mois, effectivement.
Néanmoins, ça n'est pas parce qu'un bout du projet va durer que 3 mois que le projet sera fini dans son intégralité en 3 mois. On va toujours regarder le projet dans sa globalité, de son lancement, à la phase de la phase d'analyse, à sa livraison, et en sachant qu'après la livraison, il y a toujours aussi la formation des équipes. Donc, ça ne dure jamais 3 mois. C'est rare que ça dure 3 mois, exact. À part si on fait vraiment qu'intégrer un logiciel. Et encore là, intégrer le logiciel, on l'a tous fait. On sait combien de temps ça prend. Ouais. Donc, s'il y a un petit bout du projet qui prend 3 mois, c'est pas grave. Parce qu'on va quand même intégrer ce petit bout de projet et cette dépense-là dans un projet de plus grande envergure qui va durer 12, 18, 24 mois. Mais c'est de le voir, c'est ça, sur un plus long terme, là, tout simplement. Ouais. OK, intéressant. Puis là-dessus, j'ajoute un troisième programme, le programme ESSOR. Ah oui. Plus peut-être relatif au projet d'investissement. Encore une fois, ça va être bon de faire des exemples ou du moins de différencier les différents programmes. Si on a parlé du PME en action, programme d'innovation, puis là, le programme ESSOR. En quoi consiste ce programme-là exactement? Le programme ESSOR est encore un programme québécois. Oui, bon. Le Québec, la province la plus généreuse au niveau des programmes, mais qui est aussi très méconnue dans l'industrie. Donc, il va falloir en parler plus. Et le programme ESSOR, lui, il va viser les dépenses d'investissement. Avec le programme ESSOR, on peut avoir 2 types d'aides. Une subvention et ou un prêt. Okay. Ce prêt peut être à taux zéro ou pas. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'analyse que va faire le ministère du projet, de l'entreprise. C'est-à-dire que je ne peux jamais promettre à un client avec un programme ESSOR d'avoir de la subvention. Les contributions sont au contraire, les subventions sont très exceptionnelles pour le programme ESSOR. En général, on va avoir plus des prêts à taux zéro ou des prêts à taux préférentiels, avec des moratoires sur 8 ans en général. Donc là, les projets qui vont être admissibles, ça va être les dépenses d'investissement un peu plus traditionnelles qui vont aller dans le sens de la transformation numérique aussi. Ça peut être de nouveaux robots, des nouvelles machines, des nouveaux outils numériques. Ça peut être de l'IoT. Oui. Ça peut être plein de choses qui vont aider à financer typiquement les dépenses de machines et ou d'agrandissement ou de changement dans l'entreprise, puisque quand on va intégrer, par exemple, une nouvelle ligne de production, parfois il va falloir agrandir, modifier l'espace. Si on change d'outil, on va peut-être changer les processus de fabrication. Donc ça va impliquer des changements du côté de la production, des opérations. Là, si c'est des dépenses d'investissement, on va pouvoir aller voir le programme ESSOR. OK. Puis là, tu me parles justement de machinerie et tout avec ce programme ESSOR-là. Donc, évidemment, on parle de gros montants souvent associés à ces prêts-là. Est-ce que c'est possible? Je pose la question, est-ce que c'est possible de joindre un des projets? Je prends un exemple. On veut une nouvelle machine ou du moins un nouveau robot dans une entreprise manufacturière. On peut peut-être aller chercher un programme ESSOR, mais est-ce que c'est possible de le mettre dans un programme innovation aussi, vu qu'on veut innover à développer un nouveau produit, on veut développer une nouvelle façon de fabriquer pour être plus opérationnel? Je donne un exemple. Est-ce que c'est possible d'aller joindre? Mais le programme innovation, ça vraiment, si c'est très, très, très innovant. Il faut vraiment, la notion d'innovation, elle est importante. Et définir l'innovation, ça nous prendrait un nouveau podcast en entier. Il y en a tellement des définitions. Si c'est juste agrandir une usine pour ajouter une ligne de production, mettre des nouvelles machines, on va aller sur du programme ESSOR puisque finalement l'entreprise va devoir financer sa croissance. Et c'est des gros investissements. Programme ESSOR en dessous de $250,000, mais ça, c'est pas accessible. OK. Donc, c'est des gros montants. C'est des plus gros montants. En général, on parle de millions. Et puis, l'aide du gouvernement, elle va varier entre, de ce que j'ai vu, sur des énormes montants, 6%, jusqu'à 30% en général de financement. Mais c'est cumulable là aussi, puisqu'en général, le plafond qu'on peut aller chercher en termes de financement public sur $1 dépensé, c'est 75 sous. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 75% de financement public pour un projet, une entreprise. Donc, c'est pour ça que nous, on va vraiment s'attacher à cumuler différents types d'aides pour être sûr qu'on se rapproche le plus possible de ce 75%. Non, c'est certain, on va aller toujours en chercher le plus possible en fonction des projets. C'est des projets qui coûtent cher dans la majorité des cas. C'est des projets qui coûtent cher, puis le plus qu'on est capable d'aller chercher, le mieux c'est au final. Puis comme je le dis, il ne faut pas jouer petit bras aussi sur ce type de projet. Quand on parle de transformation numérique, je le dis tout le temps, le pas cher est toujours trop cher. Si vous allez vers une solution qui va vous paraître
la plus court-termiste, vous allez le regretter. Donc autant investir une bonne fois pour toutes, être aidé, puisque plus on va investir, plus on va obtenir d'aide financière, gouvernementale. Plus vite cette solution va être, plus cette solution sera durable aussi, et plus vite elle aura ses effets sur l'entreprise. Exactement. Puis aussi investir non seulement dans la technologie, mais on parle aussi beaucoup du volet formation du personnel, formation des employés justement qui vont utiliser ces technologies-là. C'est quand même assez important aussi. Il faut être capable de les utiliser, de les adopter, de s'adapter un peu à ce changement-là. Donc, à ne pas négliger ces formations-là, c'est subventionnable aussi. Tu le sais très bien, il faut que le personnel adhère à la transformation numérique. Donc, absolument. Il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il sache ce que c'est, il faut qu'ils sachent comment utiliser les nouveaux outils. On ne va pas leur mettre dans les mains quelque chose qu'ils ne connaissent pas et puis leur dire tu vas te servir de ça dès demain et puis je veux que ça roule. C'est pas possible. Donc pour avoir l'adhésion du personnel, il faut aussi l'impliquer, ce personnel-là, et puis le former. Donc les formations qui vont être induites par la transformation numérique, elles peuvent être subventionnées également. OK. Donc là, ça, c'est via directement Emploi Québec qui peuvent justement donner un certain montant pour ces formations-là. Donc, exactement. OK. Donc, parler directement avec Emploi Québec par rapport à ça, ça se fait direct, j'imagine. C'est assez simple dans la plupart des cas pour adhérer à ça? Oui, nous, typiquement, on n'a aucune valeur ajoutée à faire des demandes de subvention auprès d'Emploi Québec. On ne le fait pas. Par contre, on va orienter nos clients. Donc, la première des choses, c'est passer un coup de fil à son conseiller d'Emploi Québec. Si on n'en a pas de conseiller chez Emploi Québec, en général, c'est les RH qui discutent avec eux. Le solliciter sur Internet. La prise de rendez-vous est très simple sur leur site web. OK. Et puis lui présenter le projet. Les projets de formation sont tous éligibles, d'autant plus s'ils sont stratégiques pour l'entreprise. Donc, il s'agit de prouver à Emploi Québec que ce projet-là est nécessaire, qu'il est nécessaire de former les employés à ces nouveaux outils, systèmes, etc., et que l'entreprise a besoin d'aide pour y arriver. Puis si on met les chiffres exacts, ils peuvent aller jusqu'à 50% justement de ces formations. C'est 50%. C'est ça. Donc, c'est intéressant parce que la formation de personnel, c'est excessivement important. On parle de gros projets via le paiement en action, programme innovation, programme Essor, mais dans tout ça, je pense que c'est important aussi à ne pas négliger la formation de personnel. Puis même pour des projets de plus petite envergure aussi, d'adapter justement s'adapter à cette transformation numérique-là, puis d'adhérer plus facilement, c'est extrêmement important, sinon on va se perdre. Tout à fait. Tout simplement. Un autre programme aussi que j'aimerais parler vite fait, il y a la MAPAC. Oui. Toi, de me dire un peu plus sur la transformation alimentaire. Oui, c'est ça. Je connais moins ce programme-là, personnellement. Là, donc, en fait, l'agroalimentaire fait partie des secteurs d'activité qui sont assez soutenus, notamment par le ministère de l'Agriculture au Québec, donc le MAPAC. Le MAPAC a mis en place des programmes de soutien pour l'industrie de l'agroalimentaire et pour l'industrie de la transformation alimentaire. Et en fait, tout comme les autres manufacturiers dans d'autres secteurs d'activité, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait quand même un effort à faire pour accélérer cette transformation numérique, pour changer certains processus qui étaient parfois archaïques. Donc, ils ont mis en place le programme de transformation alimentaire, robotisation et système de qualité. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on incite les entreprises de l'agroalimentaire à utiliser des machines, à moderniser leur équipement. Pourquoi? Parce que tout comme les autres secteurs, ce secteur-là a particulièrement souffert du manque de main-d'œuvre et continue d'en souffrir parce que c'est pas parce qu'on est en pleine crise, on en sort de la Covid, qu'on manque pas de main-d'œuvre. C'est faux. On l'a vu et on le voit encore. Là, il y a certains agriculteurs qui sont obligés de jeter leur production parce qu'il n'y a personne pour les ramasser. C'est désolant, honnêtement. Voilà. C'est de la perte, c'est de la perte de revenus, c'est de la perte pour tout le monde, puis c'est dommage. Puis oui, en effet, c'est un enjeu très important en ce moment-là. C'est crucial. Le Québec, c'est quand même aussi une terre agricole, donc il s'agissait d'aider les entreprises à opérer ce virage. Et le programme du MAPAC est très intéressant puisque là aussi, il va financer le volet analyse, planification de la démarche et la réalisation du projet avec les dépenses d'investissement. Et donc là, on intègre complètement les dépenses de transformation numérique parce que une robotisation, c'est pas juste acheter un robot et puis le mettre dans sa ligne de production. Non, ça prend un changement de système informatique, de nouveaux logiciels. S'il n'y a pas de CRM, là aussi, ça sert à rien. Autant faire les choses bien. Donc, intégrer un CRM, ça va faire partie du projet. Donc, là aussi, c'est quelque chose à penser dans sa globalité et le secteur agroalimentaire est particulièrement privilégié parce que aussi particulièrement touché par ce manque de digitalisation. Oui, carrément. Puis,
je donne un petit... là, c'est une petite anecdote. Là. Je suis souvent sur LinkedIn. Puis, je regarde... j'ai plusieurs personnes là, dans mon réseau qui partagent justement des différents robots dans le domaine agroalimentaire. Puis c'est assez impressionnant, les différents robots qu'on est capable de justement créer pour automatiser les processus, pour justement faciliter aussi les opérations. C'est super, super captivant. Donc, si vous avez la chance là, d'aller voir ça, là, c'est assez fou les projets qu'on est capable d'atteindre dans le domaine agroalimentaire. Puis, j'imagine, c'est ça, ce programme-là est fait pour aider, du moins. Et surtout que ces entreprises-là, bien souvent, les machines, elles sont fabriquées au Québec par des entreprises manufacturières québécoises. Mm-hmm. Et je ne l'ai pas dit, mais ça fait bien souvent partie des critères. Okay. Lorsque on va valoriser, quelle que soit la subvention, valoriser des dépenses de sous-traitance, il est important de choisir des sous-traitants canadiens et encore mieux québécois lorsqu'on s'adresse à un programme québécois. Quand c'est impossible, mettons, on est obligé de travailler avec la NASA, ben là oui, la NASA, c'est la NASA, donc il n'y aura pas d'équivalent au Canada. Effectivement. mais par contre, si il existe l'expertise sur le territoire, il faut utiliser cette expertise. OK, c'est intéressant quand même de faire valoir justement le marché local un petit peu plus et l'expertise locale aussi par rapport à ça. OK, c'est super cool. Un programme, honnêtement, que moi, je ne connaissais pas du tout, puis que finalement, il était extrêmement important. Puis, on a aussi le programme Immigrants investisseurs en soi que aussi, tu pourrais peut-être nous en dire plus sur ce type de programme-là. Tout à fait. Ça, c'est un programme qui est un peu plus complexe. Il fonctionne différemment des autres programmes. C'est un prêt. Donc, ça peut être un prêt à taux zéro. Donc là, la subvention, elle est dans l'absence d'intérêt à payer. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que ça rentre quelque part dans les subventions, en tout cas dans les aides d'État. Le programme Immigrants Investisseurs, il est né il y a quelques temps. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut être une PME. Québécoise, canadienne et investir sur le territoire québécois-canadien. Et il faut passer par un intermédiaire bancaire. Okay. Donc ça, c'est la grosse différence avec les autres programmes, c'est que c'est un fonds qui est géré par des intermédiaires bancaires. Donc, il y a une liste d'intermédiaires qui est listée sur le site de Investissement Québec qui gère ça. Et le programme Immigrants Investisseurs, c'est un processus un peu plus bancaire. Donc, les entreprises qui ont peur de se lancer dans des démarches administratives très complexes et qui ressemblent à une demande de prêt traditionnelle, je leur déconseille. Mm-hmm. En revanche, ça permet d'avoir plusieurs millions parfois d'aides, parfois de prêts à taux zéro, et ça peut être assez intéressant. Le prêt Immigrants Investisseurs, pour la petite histoire, il a été mis en place avec le fonds qui est récolté lorsqu'on demande à des travailleurs étrangers qui viennent avec leur famille, typiquement les travailleurs chinois, de payer pour avoir un permis, droit de résider au Canada. Donc il y a une partie qui a été dédiée et mise par le ministère pour le développement des PME, parce qu'en fait on fait venir cette immigration aussi pour développer les PME en local. Vraiment. Et il reste pas, il y a de l'argent en fait sur ce programme-là, sur ce fonds, mais qui est géré encore une fois par des intermédiaires. Et la liste des intermédiaires est sur le site, donc il y en a énormément. Mm-hmm. Donc, il n'y a aucun critère pour les choisir. Je dirais, c'est au feeling. Il faudrait en appeler plusieurs si une entreprise est intéressée et puis voir comment ça se passe. Mais ça reste un programme qui est intéressant et que je juge pertinent de mentionner. Oui, carrément, parce que j'imagine que quand on a besoin d'aide ou on a vraiment des gros projets d'envergure, faire appel à différentes sources peut juste aider à propulser l'entreprise au prochain niveau, tout simplement. Exactement. Puis quand on sait qu'il y a de l'argent encore dedans, on sait qu'il y a encore des opportunités, il faut les saisir. J'ai quelques questions aussi pour finir là-dessus, Alice. Nous, on se fait souvent demander dans certains projets, on a parlé du CRM, mais il y a aussi tout le volet site web. On l'a dit, la plupart des manufacturiers ou du moins des entreprises dans le domaine industriel, encore, je ne veux pas non plus généraliser, il y en a qui ont déjà adhéré, mais on le sait, on a des fois, un petit retard qui n'est pas, des fois, oui, qui est majeur, des fois qui n'est pas majeur, mais on veut adhérer à une certaine présence numérique. On veut adhérer à une vitrine numérique. Je parle pour le manufacturier, c'est extrêmement important. L'acheteur, aujourd'hui, devient de plus en plus jeune, qui connaît, ou du moins qui magasine ou qui navigue sur le numérique uniquement. La pandémie a obligé de couper plusieurs points de contact humains, malheureusement, que ce soit les trade shows pour l'instant, puis j'imagine qu'il va en avoir un peu moins, du moins on essaie de rester positif à travers ça, mais on navigue via le numérique. Donc, il y a plusieurs projets au niveau de la transformation numérique qui touchent l'expérience client, tels que le site web. Est-ce que le site web peut être un projet subventionné via un programme? Oui, alors pas dans les programmes qu'on a mentionnés, mais avec la pandémie, puis même avant ça, certains programmes existent pour subventionner des
des parties de site web, voire un site web, voire un site de e-commerce. Ça a été mis en place notamment par la ville de Montréal. Certaines villes le font, la ville de Québec aussi le fait. Et c'est des subventions qui sont assez intéressantes. C'est très ponctuel et les fonds sont limités. Donc en fait, il faut avoir un bon timing. Mais ça fait partie des projets qu'on peut qualifier de stratégiques. Là encore, l'entreprise, elle doit bien se poser en avance, réfléchir à regarder ce qui va être éligible ou nous solliciter pour savoir si le projet se qualifie. Et puis, bien penser aussi le site web pour le présenter comme étant stratégique. C'est-à-dire que je sais pas, ajouter une page à un site qui est déjà existant ou juste le customiser différemment ou rajouter des icônes et tout ça, ça va pas bouger, ça va rien donner. Exact. Mais par contre, c'est une vraie transformation d'image. Si on parle de nouvelles identités digitales, de nouveaux sites web, de nouvelles présences aussi sur les réseaux sociaux, vraiment d'un programme qui est complet pour permettre à l'entreprise d'être mieux identifiée sur le web, eh bien là, oui, parce que c'est stratégique. Il peut y avoir des fonds pour ça. Il n'y en a pas tout le temps, mais vraiment, oui, il y en a. Puis j'imagine l'importance justement d'établir un bon plan stratégique en amont pour justement valoriser le projet. Parce qu'avoir un site web pour avoir un site web, OK, on comprend que ça peut être utile d'avoir une bonne vitrine, mais pourquoi on le fait? Puis vers où on veut l'amener. Puis il y a des intégrations qui se font. On a parlé justement de certains logiciels comme le ERP, le CRM, mais c'est important aussi de ta vitrine numérique soit bien connectée. Fait que ça peut être des projets de phase 2, phase 3 à considérer. Puis ça peut faire partie, j'imagine. Là, ça peut venir peut-être se joindre à un paiement d'action, tout dépendant des types d'intégration qu'on va faire à cette vitrine numérique-là en amont. C'est ça. C'est intéressant. Après, ma deuxième question aussi, on en a déjà parlé un peu cet audit-là avant d'intégrer un logiciel qui peut être subventionné. Donc, ça, c'est important. Le CRM, le ERP, les logiciels aussi technologiques pour accélérer une transformation numérique peut être subventionné aussi. Est-ce que la consultation, sans que ça soit de la formation, mais est-ce que le volet consultation peut être aussi, à certains degrés, être subventionné? Oui, non, puis un peu de quelle façon? Comment tu verrais ça, toi, de ton côté? Oui, parce qu'il y a différents niveaux de consultation. Tu as la consultation au niveau audit, faisabilité, analyse, etc. Donc ça, on l'a vu, c'est subventionné. Puis tu as la consultation aussi pour le déploiement, pour le suivi de projet, la gestion de projet. Et oui, ça fait partie des coûts inhérents à un projet, puisque sans ces frais-là, sans ce support externe-là, bien, tu peux pas mener ton projet. Donc oui, ça fait partie des dépenses qu'on valorise. Et là encore, il faut que ce soit des dépenses québécoises. OK. Donc, quand on parle de programmes québécois, en tout cas. Donc, valoriser justement les entreprises un peu en consultation stratégique québécoise pour ce volet-là, mais qui doit être rattaché à peut-être un plus grand projet. Faire la consultation pour juste faire la consultation, ça ne marchera pas. Non, il faut que ça soit rattaché à un projet qu'on puisse relier à des projets d'envergure de transformation numérique. Faire une consultation ponctuelle comme ça qui est détachée de n'importe quel autre projet, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que ça soit attaché justement à un projet peut-être de plus grande envergure, de longue haleine. Puis même les montants, je devine, souvent seront trop petits pour s'embêter à faire, entre guillemets, une demande de subvention. Il y a aussi ça. C'est les dépenses qu'on va valoriser, combien de temps ça va prendre de monter un dossier, combien on va récupérer par rapport à finalement l'effort qu'on a. C'est un bon point ça au final, parce que c'est du temps à faire des demandes de subvention, tu as des questions à répondre, à moins que tu en fasses tellement que tu peux reprendre certains bouts, mais encore chaque projet est relativement unique, donc tu as beaucoup de réflexion aussi à y apporter. Donc au final, c'est de faire un peu ce calcul-là, puis tu l'as bien dit Alice, est-ce que le temps investi dans la demande de subvention va me coûter plus cher que juste payer peut-être ce projet-là c'est quand même peut-être des fois pour certaines entreprises de grande envergure, mais pour d'autres j'avoue que peser un peu le pour et les contre de tout ça, finalement, de juste payer le juste prix, ça va être plus valorisant. Puis je vais consacrer mes efforts pour peut-être un plus grand projet qui va venir par la suite, peut-être en phase 3, qui est attaché à un autre truc. Mais quand même, peut-être, le conseil, je pense que tu vas peut-être dire, c'est de au moins poser la question en amont, parce qu'au moment que tu as commencé un projet, après, il est trop tard. C'est ça, poser la question, parce que c'est assez rapide, même pour nos équipes, c'est très rapide de savoir si ça vaut la peine d'aller plus loin. C'est déjà la première étape. Finalement, est-ce qu'on poursuit la discussion? Et puis aussi, ça nous permet bien souvent, parce que quand je parle à des entreprises, elles vont me parler d'un petit projet, d'une dépense qui semblera isolée. Et en fait, en creusant, on se rend compte que non, cette dépense, elle est
elle est reliée à d'autres qui s'en viennent. Et puis, en tirant le fil, on arrive à avoir des projets de plus grande envergure. Donc ça aussi, c'est le travail de nos équipes en interne, c'est de voir... parfois, vraiment, il faut tirer le fil longtemps pour voir où est-ce qu'ils veulent en aller. On consigne des accords de confidentialité, évidemment. Et ça nous permet de démêler des plus gros projets, ou en tout cas même de permettre à l'entreprise de se rendre compte que oui, ça a une logique, ce qu'elle est en train de faire, et qu'il ne faut pas voir les choses séparément, mais voir un projet d'ensemble. Okay. Et c'est important aussi pour que le projet soit bien mené, que les différents services d'une entreprise, les différentes personnes qui sont impliquées ne travaillent pas séparément, mais travaillent ensemble, parce que sinon, si elles travaillent séparément, alors que les projets sont finalement interreliés, ça va créer des problèmes après. C'est intéressant, fait que prendre ça en considération inévitablement. Parce que... Et ça, tu peux le voir avec des consultants externes comme Lacoste qui vont être capables de faire de la gestion de projet aussi à plus haut niveau pour éviter que ça se disperse dans tous les sens. C'est clair, la gouvernance dans tout ça, puis je pense que ça va vraiment être un sujet d'un prochain podcast, de gouverner ces projets-là pour vraiment les aligner d'étape en étape, parce qu'on le sait, quand on est maître d'une entreprise, c'est facile de partir à gauche, à droite, puis de vouloir la lune sans nécessairement avoir commencé par les bases. Donc après, bien évidemment, nous, chez Lacoste, c'est primordial d'y aller étape par étape, de partir des fondations, puis ensuite, on va implanter, puis on va accompagner en troisième phase. Mais pour ça, il faut gouverner, il faut s'assurer qu'on suit chacune des étapes, puis c'est le même principe aussi dans les demandes de subvention, c'est d'avoir un projet qui est cohérent aussi, puis qu'on suit bien les étapes sans partir à gauche, à droite, et surtout sans oublier des points qui sont importants. Puis ça, chez ABJ, je pense que vous le faites super bien. Du moins, on a la chance de collaborer ensemble, puis on a eu des super retours aussi de notre côté. Alice, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça conclut. Je pense qu'il pourrait y avoir un deuxième épisode là-dessus, parce qu'on peut tellement parler. On l'a dit, 916 programmes qui sont disponibles, puis ça fluctue. On peut en avoir plus que 1000 et tout. Donc, c'est important de reconnaître. Puis il y en a d'autres, je pense que dans l'industrie, on n'a pas parlé du PEX, mais qui est plus comme à l'exportation. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un sujet à ce niveau-là, de ce programme-là, qui est plus à l'export. Alice, merci de ton temps aujourd'hui. Ça a été super cool. Puis pour ceux qui nous écoutent, Alice Sigé, directrice chez ABJ Canada. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je vous invite à aller sur le site web de ABJI. Et de notre côté, je vous dis à la prochaine. Puis, ça a été un plaisir, Alice, encore une fois. Merci, Simon. À très bientôt. À très bientôt.